Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Notre invité aujourd'hui est le secrétaire général de la francophonie, l'ancien président du Sénégal, Abdou Diouf. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, M. Perelman. Nous sommes tout proches du 14e sommet de la francophonie qui doit se tenir à Kinshasa, en République démocratique du Congo. L'organisation de ce sommet, le fait de le tenir dans un pays où il y a eu des élections très contestées il y a peu, un pays qui est en proie à beaucoup d'instabilité, a suscité beaucoup d'interrogations. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes rassuré que le sommet se déroulera dans de bonnes conditions? Oui, le sommet se déroulera dans de bonnes conditions. Les chefs d'État ont choisi par 2 fois, en 2008 à Québec, confirmé en 2010 à Montreux, de tenir le sommet à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Mais il faut tenir compte du fait que depuis que la francophonie des sommets existe, nous sommes au 14e sommet, jamais nous n'avons tenu un sommet en Afrique centrale, dans cette région qui est une région éminemment francophone et une région avec de fortes potentialités humaines, beaucoup de possibilités également sur le plan naturel. Nous pensons que c'est une bonne décision. Évidemment, la décision a été contestée, évidemment, parce qu'on a parlé d'élections qui n'étaient pas des élections transparentes. C'est vrai que la Commission électorale nationale n'a pas fait un bon travail, il faut le reconnaître, mais les autorités congolaises en ont pris conscience, et c'est pour cela qu'ils ont décidé d'ailleurs de voter une loi pour réformer cette commission électorale nationale, changer son personnel. Mais ça ne se passe pas très bien. L'opposition, ces derniers jours, a claqué la porte. Mais le débat est engagé. Le débat est engagé, la procédure parlementaire est engagée. Maintenant, il appartient à la classe politique congolaise de trouver les modalités d'un consensus ou de faire voter par le Sénat et l'Assemblée nationale, par le Parlement, cette loi. Et une loi également à laquelle nous tenons beaucoup, sur la création d'une commission nationale des droits de l'homme. Sur le terrain, l'opposition, une partie de l'opposition promet des actions dans la rue. Est-ce que c'est une crainte que vous avez? Non, je pense que les autorités de la République démocratique du Congo prendront les mesures qui s'imposent. Et manifester, c'est l'expression d'une vie démocratique normale, hein. Mais je pense que ce ne sera pas de nature à empêcher les chefs d'État de tenir leur sommet et de discuter des grands sujets de l'heure qui sont très importants. Pour le moment, la francophonie on va y venir. On va y venir. Juste dernière question sur la RDC. Évidemment, on a beaucoup parlé des troubles dans l'Est du pays, avec une rébellion, notamment le M23. Le gouvernement congolais accuse son voisin rwandais d'être derrière ces troubles. Vous avez vous-même demandé au président rwandais Paul Kagame de venir à ce sommet. Est-ce qu'il va venir et est-ce que vous craignez que les troubles ne soient toujours là pendant le sommet? Oui, je crois que c'est une situation à l'Est qui est extrêmement dégradée. Le M23, effectivement, mène des actions très déstabilisatrices. Et je pense qu'il faut que non seulement la République démocratique du Congo, mais ses voisins et l'ensemble de la communauté internationale prennent les mesures nécessaires pour mettre fin à cette rébellion. Et il faut préserver l'intégrité territoriale de ce grand pays, qui est très grand, mais qui, il faut le reconnaître, est fragile. Donc nous avons besoin d'une action résolue de tout le monde. Je n'entre pas dans le débat des accusations. Je ne jette pas de l'huile dans le feu. Moi, ce que je veux,
c'est que la République démocratique du Congo vive en bonne intelligence avec tous ses voisins, quels qu'ils soient, pour préserver l'unité de son pays, sa souveraineté, son intégrité territoriale. Paul Kagame sera-t-il à Kinshasa? Je ne le sais pas. Je ne sais pas s'il a répondu à l'invitation de son homologue, le président Kabila, puisque le président Kabila a invité à... Oui, je le souhaite ardemment. Je l'ai dit à son ministre, à sa ministre des Affaires étrangères, ou son ministre des Affaires étrangères, qui était venu me voir, et je lui ai dit, dites au président Kagame que j'insiste vraiment pour qu'il soit présent. J'espère être entendu. Alors venons-en à la francophonie. Il y a eu une décision récente d'un chef d'État d'un pays francophone par excellence, si j'ose dire, en Afrique, le Gabon. Ali Bongo veut favoriser l'usage de l'anglais au Gabon en s'inspirant du Rwanda, justement. Et je vais juste citer ce que son porte-parole disait. Il dit: dans les conférences internationales, même les Français parlent anglais et les Africains sont devenus pratiquement les seuls à intervenir en français. Que pensez-vous de cette décision et de cette justification ? Ce n'est pas une justification, c'est une constatation. Il est certain que dans les conférences internationales, les États africains francophones sont les plus ardents défenseurs de la langue française. Encore plus que la France. Ah, ça c'est sûr, c'est évident. On vous le dira dans toutes les conférences internationales, que ce soit des conférences publiques. La France ne défend pas assez le français ? Pas assez. Même si je sens une volonté politique très forte de la part du gouvernement, au niveau des élites, on a l'impression qu'on a baissé les bras. Cela dit, ce que le Gabon a décidé, c'est une vérité d'évidence. Moi qui vous parle, tous mes enfants et tous mes petits-enfants parlent français et anglais. Comme je le dis toujours, l'honnête homme du XXIe siècle doit parler sa langue nationale et parler deux grandes langues de communication internationale, le français et l'anglais. Ça, c'est évident. Bon, ce qui me gêne, c'est l'annonce juste avant le sommet de la francophonie. Comment vous l'expliquez ? Je ne l'explique pas, j'aurai l'occasion d'en parler avec le président Ali Bongo. Ça vous choque ? Ça me choque. Il fait ça pourquoi ? Je ne peux pas dire, je ne sais pas à quoi c'est lié, pourquoi cette annonce maintenant, parce que c'est une vérité d'évidence. Tout le monde peut décider à la fin du primaire de commencer déjà à enseigner l'anglais. Il n'y a pas de problème. Moi, quand j'ai commencé mes études, j'ai commencé l'anglais en 6e. Mais d'autres pays, certainement, ont commencé à enseigner l'anglais à partir de la fin du primaire pour permettre aux jeunes d'avoir plus d'atouts dans ce monde globalisé. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais pourquoi l'annoncer maintenant? C'est ça qui me pose problème. D'accord, on a bien compris que vous étiez en désaccord, en tout cas avec le timing de cette annonce. François Hollande, après moult hésitations liées notamment à la situation en RDC, se rend finalement à Kinshasa. Il y passera une journée. Avant, il s'arrêtera à Dakar, où il doit prononcer ce qu'on annonce comme un grand discours. On se souvient que Nicolas Sarkozy, son prédécesseur, avait fait un discours controversé. On se souvient de cette petite phrase de l'homme africain qui ne serait pas totalement rentré dans l'histoire. Que pensez-vous du fait que François Hollande, d'abord sa première visite en tant que président, il s'arrêtera au Sénégal et qu'il choisit Dakar pour ce discours? J'aurais pu faire beaucoup de commentaires par rapport à ses prédécesseurs. Mais ce que je n'ai pas le temps. Ce que je constate simplement, c'est que c'est un hommage rendu à la démocratie sénégalaise. Le Sénégal est une démocratie, un état de droit. C'est un pays bien gouverné. Je crois que ça va de soi. Je ne peux pas faire plus de commentaires, puisque j'ai déjà pris l'engagement de ne pas m'exprimer sur les problèmes du Sénégal. J'ai même dit que quand j'écrirai mes mémoires, je ne parlerai que du Sénégal, de Senghor et de Diouf, mais pas de ce qui aura suivi. D'accord. Donc, vous n'avez jamais eu de crainte sur le fait que cet héritage démocratique puisse être mis en danger par les élections récentes. Pour vous, ça a toujours été une chose qui allait de soi ? Tout le monde a eu des craintes, mais compte tenu de l'expérience que j'ai de mon pays, je savais que de toute façon, ça se passerait bien en fin de compte. Très bien. Je veux en venir à l'autre crise. On a parlé de la RDC, mais évidemment, le Mali. Je me souviens avoir lu une tribune que vous aviez co-signée avec l'ancien président français Jacques Chirac au mois de juillet, où vous appeliez à trouver tous les moyens légaux pour tenter de résoudre cette crise. Mais dernièrement, je vous ai lu et entendu être bien plus belliqueux. Pourquoi ? Oui, j'ai toujours privilégié les solutions pacifiques.
une solution légale, mais pour négocier, il faut être deux. On est en face de terroristes, d'islamistes, intégristes, terroristes. Sans distinction? Parce que certains distinguent. Non. Je ne mets pas les MNLA dans le même sac que les autres. Les MNLA, ce ne sont pas des terroristes, ce sont des gens indépendantistes. Je pense que demain, on peut parler avec eux pour trouver une solution institutionnelle à l'intérieur du Mali. Mais pour le moment, ce ne sont pas eux qui tiennent le haut du pavé. Ceux qui tiennent le haut du pavé, c'est le Moujao, Ansardine, AQMI, on parle même de Boko Haram. Alors, je dis, là, nous avons un vrai problème. On ne peut pas négocier avec eux parce qu'ils veulent négocier à condition que tout le monde accepte que c'est la charia brutale qui doit s'appliquer dans l'ensemble du Mali. Donc, je dis, il n'y a pas d'autre solution que la force militaire, surtout qu'ils continuent à tuer, à amputer, qu'ils continuent à profaner et à détruire le patrimoine historique, religieux, spirituel de ce pays, culturel. Je crois que assez, c'est assez. Donc vous pensez que ceux qui tentent encore de négocier, on parle de l'Algérie, Blaise Compaoré, le président du Burkina, font fausse route? Non, s'ils y réussissent dans des délais. Et vous n'y croyez pas? Dans des délais convenables. Mais ceux que je vois là agir, je n'ai pas l'impression qu'on peut les amener à comprendre que ils peuvent trouver leur place, mais dans un État laïque où toutes les croyances peuvent cohabiter, puisque la laïcité est justement la garantie de la liberté religieuse. Ça ne vous fait pas peur d'appeler à une nouvelle guerre en Afrique? Non, je n'appelle pas à une nouvelle guerre, mais je dis qu'il faut trouver une solution pour régler ce problème. Et plus on attendra, plus ce cancer va métastaser, va s'étendre, et ce ne sera pas seulement l'intégrité du Mali qui sera mise en cause, mais le Sahel, l'Afrique, et ce sera une atteinte grave à la paix et à la sécurité internationale. Sans compter qu'il y a les narcotrafiquants et tout le reste, la criminalité transfrontalière, tout ça me fait très peur. En deux mots, jusqu'à quand peut-on attendre pour cette intervention? Attendons le Conseil de sécurité, la décision, la résolution du Conseil de sécurité, je pense que ça ne saurait pas tarder. Très bien. Abdou Diouf, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24. Merci à vous d'avoir regardé cet entretien. Restez sur notre chaîne pour plus d'informations.